bienvenue. Nous sommes sur le plateau TV d'Imotissimo pour cette édition 2018. Tout de suite, nous allons parler de l'investissement en résidence de service avec Marie-Laure Bénéat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice, plutôt vous dites directeur général délégué. Oui, peu importe au final. De la Banque Postale Immobilier Conseil. C'est-à-dire, quelle est votre fonction ? Alors déjà, pour replacer, donc la Banque Postale Immobilier Conseil est une filiale à 100% détenue par la Banque Postale et donc qui encapsule toute l'activité de commercialisation de produits immobiliers à destination de sa clientèle. Et sa clientèle est vaste parce que c'est 21 millions de clients pour la Banque Postale. Au niveau national ? Au niveau national, c'est 1 million de clients dans le Nord et qui sont actifs également sur l'investissement immobilier. Notre activité date de 2011 et aujourd'hui, on a 1 milliard d'investissements directs en immobilier et à peu près donc 5 000 clients qui nous ont fait confiance pour les accompagner dans leur investissement. D'accord. Et vous, votre rôle précisément ? Alors notre rôle, il est de construire une gamme de produits qui va pouvoir être commercialisé et présenté à nos clients. Le groupe ne dispose pas de promoteurs intégrés et donc on va aller chercher auprès de chacun des promoteurs le meilleur produit. Déjà, on va s'assurer que ce promoteur est fiable et ensuite définir une gamme sur l'ensemble des dispositifs fiscaux pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins et des problématiques spécifiques de nos clients. D'accord. Et vous, vous êtes placé ici dans le nord, dans le Hauts-de-France, Alors, dans le non, Nord-Pas-de-Calais ? non, je dirige du coup au niveau national l'ensemble de l'activité, donc ce qui me permet d'avoir une vision globale. Nos promoteurs en général sont nationaux, quoiqu'on élargit au fur et à mesure nos partenariats avec des promoteurs locaux qui vont nous permettre d'accéder à des offres qu'on ne trouve pas chez les promoteurs nationaux. Et donc dans le Nord, évidemment, on a des produits qui sont à destination principalement de la clientèle locale. Alors, il y a beaucoup de salons de l'immobilier en ce moment, cette Absolument, semaine, ce c'est la week-end-ci. grande période. Et vous avez néanmoins choisi de venir ici à Lille ? Oui, parce que c'est un grand moment un peu stratégique, je dirais, pour le groupe et pour nous, notre activité. Pour le groupe, parce qu'on met en avant la clientèle patrimoniale et vous verrez sur le stand qu'il y a un corner et un espace pour BPE, qui est également une filiale de la Banque Postale et qui va être la banque privée de la Banque Postale et donc offrir des services personnalisés pour ce type de clientèle. Évidemment, sans exclure la clientèle de retail et vous verrez que le stand est large et peut recevoir beaucoup de clients. Et il y a déjà beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et donc l'enjeu est de pouvoir mettre en avant les conditions de financement de la banque qui sont très très favorables en ce moment. Alors sur le marché, mais particulièrement les taux qui ont été mis en place pour cette occasion. Alors, on va parler de l'investissement en résidence de service. Quel est le marché des résidences de service ? Alors déjà, donc, pour faire un petit peu le pendant, pourquoi on parle de cette typologie de produit de façon très grand public, tout le monde connaît le dispositif Pinel et effectivement c'est un bon dispositif d'investissement, beaucoup moins l'investissement en résidence-service qui va être sur un dispositif fiscal qui est la location meublée non professionnelle. Alors là on rentre tout de suite dans des sujets un petit peu techniques et de se dire mais finalement c'est quoi et c'est quoi. Là du coup on va s'attacher à un peu parler de la nature du produit et là c'est beaucoup plus simple hein, parce que ce sont des produits de type résidence étudiante, résidence senior et EHPAD. Alors malheureusement dans l'actualité en ce moment on en parle sur les difficultés mais on voit bien du coup aussi le besoin de construire et donc d'acquérir et donc d'investir sur cette nature de produit. Mais c'est vrai que ça fait un peu effet de mode quand même hein, sur les résidences EHPAD notamment. On en entend beaucoup parler. Alors on en entend parler là aujourd'hui et du côté des résidents et des problématiques d'effectifs, mais c'est une réalité aussi dans le marché de l'immobilier. Oui, je parlais dans le marché de l'immobilier. C'est un tout petit marché. L'ensemble des produits gérés, c'est 6 000 lots. 6 000 lots l'année dernière qui ont été mis à la commercialisation, donc rien du tout quand on compare aux transactions où il y a eu pratiquement 900 000 transactions l'année dernière en immobilier. Donc on parle d'un tout petit marché qui pour autant répond à un besoin social, voire sociétal. On voit bien les besoins de loger des étudiants et la difficulté de trouver des appartements pour loger des étudiants. On voit aussi le changement de mode, ou en tout cas de besoin pour les personnes seniors
et qui sont absolument dépendantes, hein, donc qui n'ont pas encore un problème de santé, mais qui ont eu une alerte et du coup qui ne peuvent plus rester dans leur résidence principale, dans leur maison. Alors j'ai parcouru le Nord et j'ai vu que vous aviez de très très belles maisons, très grandes, mais à un certain âge, quand on a déjà eu un accident ou qu'on se retrouve seul, ça peut être compliqué de rester dans sa résidence principale. Donc ce type d'hébergement est fait avec des services pour accueillir et accompagner ces personnes, pour le coup, pendant de longues périodes, pour les loger. Qu'est-ce qu'on achète quand on achète une résidence de service? Alors, on achète un appartement. Et là, c'est là où il faut être bien clair. On n'achète pas, c'est pas du timeshare. J'entends beaucoup de choses sur ces sujets-là. Non, on achète un appartement. Il y a un règlement de copropriété, comme dans une copropriété classique résidentielle. La différence va être que, lié à l'investissement et donc l'acquisition de l'immeuble, on va souscrire un bail commercial qui va nous lier avec l'exploitant de cette résidence. Et donc l'exploitant de cette résidence, dans son bail, va définir ses engagements et va aussi nous promettre le versement d'un loyer qui correspond évidemment à ce que lui va récupérer du résident dans la résidence et aussi des services qu'il facture à ses résidents. Alors quand on achète, on acquiert une résidence de service, est-ce que c'est plutôt une location meublée? Alors, les deux modèles existent, mais très très majoritairement, il va s'agir de location meublée. Pourquoi? Et on le comprend très bien quand on prend l'exemple de la résidence étudiante. Évidemment, l'étudiant, il ne se balade pas avec ses meubles pour faire son cursus universitaire en changeant tous les ans ou tous les 2 ans de ville. Donc on le conçoit bien sur ce produit-là. On le conçoit également sur le produit en résidence senior, parce que de fait, quand vous passez d'une grande maison à un appartement, la disposition et la définition de vos besoins ne va pas être du tout les mêmes. Et en EHPAD, là on est sur le modèle extrême, parce qu'au final on est sur un modèle hospitalier. Donc évidemment, on va avoir un besoin en meubles qui va être différent d'une habitation classique ou traditionnelle. Et donc on est aussi dans une unité d'exploitation. Et donc, il faut que l'exploitant puisse vendre et donc proposer un produit qui soit identique dans l'ensemble de ces appartements. Donc, il y a un besoin qui est lié à l'exploitation et à l'exploitant, et il y a l'usage pour le résident qui font que, en très grande majorité, on est sur un produit meublé. Outre cet aspect-là, c'est aussi évidemment un sujet fiscal, parce qu'on parlait tout à l'heure en en-tête donc, du dispositif qui est lié à l'investissement résidence-service, qui s'appelle l'allocation meublée non professionnelle. Et donc dans meublé, il faut bien qu'on puisse justifier d'avoir des meubles, et donc acquis les meubles au moment de son investissement en même temps que l'appartement. Et concernant la notion de service? Alors la notion de service, dans la même dichotomie, d'un côté on va avoir le besoin lié à l'exploitation. On vient dans ce type de résidence, et là le modèle le plus pertinent pour exprimer les services, c'est le modèle de la résidence senior. Vous avez besoin de restauration, vous avez besoin d'être accompagné pour aller faire vos courses, pour avoir, on va dire, une espèce de conciergerie. Et évidemment, c'est du service, et donc c'est lié à l'exploitation. Et parallèlement, c'est également lié à une disposition fiscale qui est liée à la TVA, pour pouvoir récupérer la TVA. Donc vous achetez et vous allez pouvoir récupérer la TVA liée à l'investissement. Mais pour ce faire, il faut justifier d'avoir au moins 3 de 4 services qui sont définis par le Code général des impôts, qui sont le ménage, la mise à disposition du linge de maison, l'accueil et le petit déjeuner. Et donc il faut justifier de 3 de ces 4 services pour pouvoir être assujetti à la TVA et donc récupérer la TVA. Donc là encore, on voit, donc c'est cohérent. On a d'un côté un besoin en exploitation pour le service du résident, et d'un autre côté une justification fiscale. Oui, c'est totalement différent d'un investissement immobilier simple, j'allais dire. Traditionnel, effectivement. Donc, mais qui a du coup aussi ses intérêts, parce qu'en étant lié par le bail, et à la différence d'un produit en résidentiel classique, on va avoir une visibilité sur la perception du revenu qui nous est dû, du coup, lié à l'investissement. Ce qui n'est pas le cas quand on est sur un investissement résidentiel, parce que vous allez être dans les fluctuations du marché locatif local. Alors, quels sont les engagements de l'exploitant dans le cadre du bail commercial? Alors, ces engagements vont être déjà de le remplissage. Donc, moi, investisseur, je n'ai pas à me soucier de savoir si mon appartement est libre ou occupé. C'est son problème, c'est à lui et sa responsabilité de s'assurer du remplissage. D'accord. C'est également lié, et c'est un point très très important à vérifier au moment de l'investissement, sur les engagements de travaux
qu'il doit réaliser pendant la durée de son bail. Et donc, c'est des travaux d'entretien, mais ça peut être aussi des gros travaux. Et donc là, il y a un petit point d'expertise à avoir sur la lecture du bail. Et donc, de s'assurer que l'ensemble immobilier va pouvoir être entretenu pendant la durée d'exploitation et, du coup, valoriser le patrimoine de moi, investisseur. D'accord. Quelle est la rentabilité moyenne de ces produits? Alors, on va dire, il y a des différences entre les typologies de produits et entre les implantations. Donc, on va être entre 3,8% et on va dire 4,5% sur ce type de produit. Quand on dit ça, à la différence, là encore, de produits en résidentiel, du coup, on est sur des valeurs nettes de rentabilité parce que, de fait, les frais de gestion et les frais d'entretien et d'assurance du produit sont inclus dans le bail et donc le revenu qu'on perçoit va être une valeur nette. Et au-delà de ça, du coup, là, c'est le montage fiscal autour de l'opération. On est sur un revenu net de fiscalité dans le cadre de la location meublée non professionnelle, parce qu'on va pouvoir canaliser la fiscalité liée aux revenus perçus par l'amortissement du bien. Alors, je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais donc de retenir que les loyers qui sont perçus, et donc les revenus perçus, vont être canalisés en imposition pour cet investissement. D'accord. On peut investir dans la résidence de service, dans du neuf comme dans du vieux? Alors, c'est principalement dans du neuf, c'est parce que déjà c'est un marché en construction, donc en développement, et donc ce sont de nouvelles opérations qui sont proposées à la commercialisation. Ceci étant, il existe un marché de l'ancien qui est assez intéressant, il faut dire, et donc là, il faut s'assurer de la qualité du bien et donc de l'exploitant et donc de son entretien qu'il a réalisé pendant la période du premier bail, voire du deuxième bail, mais on est sur des niveaux de rentabilité qui vont être supérieurs à ce qu'on peut constater sur des produits dans le neuf. Et donc ça répond à une objection qu'on entend pratiquement tout le temps lorsqu'on propose ce type de produit. Oui, mais comment je fais pour pouvoir revendre ce produit ? Et donc nous, on a nos clients qui vont être avec ce panel de solutions, soit un produit dans le neuf et donc avec les intérêts du neuf, parce qu'on va avoir aussi les garanties liées à un produit dans le neuf, ou un produit dans l'ancien, mais avec une meilleure rentabilité immédiate en perception de revenus. Est-ce qu'il y a des risques qui sont liés à cet investissement? Et s'il y en a, comment est-ce que la Banque Postale le soutient? Alors, il y a des risques, il y a même eu des scandales, je dirais, sur cette nature de produits qui étaient très liés à une typologie. On l'a beaucoup entendu sur les résidences tourisme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un produit qui est totalement lié à l'exploitation qui est faite de la résidence. Et donc, quand on propose des rentabilités qui sont extrêmement fortes, totalement décorrélées d'une réalité économique, évidemment, il y a un problème. Parce que l'exploitant, si je prends l'exemple de la résidence de tourisme, en plus qui est très attaqué sur son propre marché par les nouvelles solutions de résidence. Sans les citer. Sans les citer, mais du coup, ils sont attaqués sur leur marché. On est aussi sur des marchés qui ont des très fortes saisonnalités. Évidemment, quand vous allez au ski en hiver. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des mutations sur les modèles et donc qui permettent d'avoir des saisons plus longues. Mais ceci étant, l'exploitant, lui, il fait un bilan d'exploitation par rapport aux semaines qu'il va vendre et au niveau du coût de séjour qu'il va pouvoir être en capacité de proposer. Donc si on est en distorsion, l'exploitant ne sera plus en capacité de verser son loyer. Et donc le propriétaire de cet appartement-là va se retrouver avec certes un appartement, mais sur lequel son exploitant va être en défaillance et donc va laisser la copropriété aux propriétaires qui, eux, n'ont pas la capacité et la possibilité de remettre en exploitation facilement. Alors, il y a des options, il y a des solutions d'accompagnement. Ceci étant, ce sont les solutions, les situations les pires sur lesquelles on peut se rencontrer. Donc nous, on connaît ce type de situation, donc on le regarde évidemment en amont, déjà sur les marchés sur lesquels on se positionne. C'est ce que j'allais vous dire, avant tout cela, vous analysez avant, quand même. Voilà, c'est pas le jour où on se retrouve confronté à la situation. D'où l'importance d'être accompagné. C'est absolument nécessaire de savoir lire le bail. C'est pas des opérations simples, donc on doit être en capacité de connaître l'exploitant et donc de le connaître dans ses chiffres, donc de récupérer ses bilans d'exploitation, ce qui n'est pas grand public en général, les analyser dans ces courbes de développement et donc ils ont des business models sur plusieurs années, donc nous de nous assurer qu'ils sont en capacité de porter ces engagements sur du long terme pour nos clients investisseurs. En termes d'avantages fiscaux, quels sont-ils ?
Alors, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, donc la neutralisation des revenus qui sont perçus, et également la récupération de TVA, qui fait du coup un effet de levier sur les modalités de financement de l'opération. Je dirais qu'on est sur un produit qui ne va pas être forcément sur un déclencheur de défiscalisation, parce que de fait, on n'a pas une réduction d'impôt à proprement parler, on a des revenus complémentaires non fiscalisés, mais on va être plutôt dans une démarche de revenus complémentaires diversifiés. Et donc, dans des problématiques de complément de revenus de retraite, c'est typiquement un produit qui s'adresse à ce type de clients, et ou aussi des clients qui n'ont pas envie d'avoir le souci de la gestion locative liée à leur investissement, parce que là, en l'occurrence, il est sous-traité à l'exploitant. Avec vos IC, donc, pour l'immobilier conseil, est-ce que vous avez des résidences de services en cours de commercialisation? Oui, nous en avons. Nous en avons dans le Nord, on a plusieurs opérations dans l'île et sa métropole, de façon régulière en fait. Hein. Donc nous, on va regarder le marché, l'ensemble des intervenants, et on a ici certains de nos partenaires également, et donc choisir ensuite avec le client l'enveloppe d'investissement qui va être la plus appropriée, parce qu'on a en ce moment un produit autour de 80 000 €, donc le ticket d'entrée c'est 80 000 €, donc c'est assez accessible. Et après, on a une panel qui va aller jusqu'à 250 000 € en fonction du coup de la nature du produit qu'on va être en capacité de trouver et de proposer aux clients. Merci beaucoup Marie-Laure Bénéat d'être venue nous montrer l'investissement en résidence de service. On a d'autres sujets à voir aujourd'hui, avec par exemple la location meublée, l'Eldorado fiscal, donc on verra ça. Puis il y aura aussi un troisième sujet. Sur le prélèvement à la source. Alors là, sujet d'actualité, assez complexe, assez technique, donc on va essayer de rendre ça compréhensible. Bon, en tous les cas, on vous souhaite un bon salon. On se retrouve effectivement tout à l'heure pour ces deux autres sujets. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans un instant pour d'autres interviews. À tout de suite.